Oh, détends-toi. Ce n'est pas comme si tu voyageais de toute façon, a dit ma mère en riant. En riant vraiment? Une tasse de café à la main et mon relevé de carte de crédit posé sur la table entre nous. 12 700 $. Un seul débit. Une seule date. Une seule compagnie de croisière. Ta sœur travaille dur. A-t-elle poursuivi. Elle mérite quelque chose de bien. Tu as l'argent et tu n'en fais jamais rien. Honnêteté, tu devrais nous remercier de l'utiliser enfin. Mon père n'a même pas levé les yeux de son téléphone. C'est de l'argent de famille après tout. A-t-il dit sur le ton de quelqu'un qui lit la météo. Je suis resté là, dans ma propre cuisine. À attendre que la partie de moi qui cédait toujours se manifeste. Cela ne s'est pas produit. Quelque chose dans ma poitrine s'est immobilisé et s'est apaisé. De la même manière qu'une pièce devient silencieuse juste après un bris. D'accord? Ai-je dit. Profitez bien de votre voyage. Ma mère a cligné des yeux. Elle s'était préparée à une dispute et je ne lui en avais pas offert. Elle s'est ressaisie rapidement et a dit à mon père que je grandissais enfin. Je m'appelle Julia. J'ai 31 ans et je vis à Tulsa, dans l'Oklahoma. Je travaille chez Creswell Electric depuis l'âge de 22 ans. Ayant commencé comme assistante de bureau pour gravir les échelons jusqu'à devenir estimateur. Senior. Ce qui signifie que je passe mes journées à chiffrer des travaux électriques pour des entrepôts et des hôpitaux jusqu'au dernier pied de conduit. Je suis la personne qui lit les petits caractères. Je suis celle qui remarque quand un chiffre est faux. Toute ma carrière repose sur le fait de repérer ce que les autres manquent. Et ma famille avait d'une manière ou d'une autre décidé que la femme qui gagnait sa vie ainsi ne remarquerait jamais 12 700 $. Ou qu'elle le remarquerait sans rien dire, ce qui, pour eux, avait toujours été la même chose. Ils avaient à moitié raison. Je l'avais remarqué. Je n'avais tout simplement pas crié dessus. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait pendant que ma mère se félicitait de ma nouvelle maturité. C'est que je n'étais pas en train d'être raisonnable. Je faisais de l'arithmétique, car la maison dans laquelle ils riaient. La maison où ils habitaient depuis 6 ans, n'était pas la leur. C'était la mienne, à mon nom, avec ma signature sur chaque page. Et je venais de décider ce que j'allais en faire. Pour comprendre pourquoi je pouvais rester là et sourire. Il faut comprendre à quoi ressemblaient les 6 années précédentes ce matin-là. J'ai acheté cette maison quand j'avais 25 ans. C'était une maison en briques de 3 chambres sur un terrain d'angle avec un abri d'auto. Et cela m'a coûté chaque dollar que j'avais épargné. En plus d'un prêt hypothécaire qui m'a fait peur pendant 2 ans. Je l'ai acheté pour moi-même. C'était le plan. Puis mon père a été licencié du distributeur de pièces où il avait travaillé pendant 19 ans. Et l'appartement que mes parents louaient a augmenté de 200 $ par mois. Et ma mère a pleuré au téléphone en disant qu'elle ne savait pas où ils iraient. Alors je leur ai dit de emménager chez moi. Juste pour un moment. Ai-je dit. Pas de loyer. Ai-je dit. Juste jusqu'à ce que vous vous remettiez sur pied. Ils ne sont jamais redescendus de mes pieds. 6 ans ont passé. Ma sœur Vanessa a emménagé 18 mois après eux. Elle avait 24 ans à l'époque, entre 2 emplois. Ce qui s'est avéré être une condition permanente. Elle a pris la chambre du fond avec la belle fenêtre. J'ai gardé la petite à côté de la cuisine parce que je partais de toute façon travailler à 6 heures et demie. Je payais l'hypothèque. Je payais l'eau, l'électricité, le gaz, Internet, les ordures. J'achetais l'épicerie, la lessive et le nouveau chauffe-eau quand l'ancien avait inondé le couloir. Quand le camion de mon père a eu besoin d'une transmission, j'ai fait le chèque. Quand Vanessa a eu besoin d'un traitement de canal, j'ai fait ce chèque aussi. Je me suis assise une fois pour additionner ce que j'avais donné à ma famille en 6 ans. Cela s'élevait à un peu plus de 86 000 $. J'ai fermé le tableur et ne l'ai plus ouvert.
car le regarder me faisait me sentir stupide à propos des gens que j'aimais. Pendant les 2 premières années, il me remerciait. Ma mère me laissait une assiette dans le four. Mon père réparait la rampe du Porsche sans qu'on le lui demande. Puis les remerciements se sont raréfiés pour finalement s'arrêter. Les demandes ont continué d'affluer. Et quelque part là-dedans, le langage a changé. Ils ont cessé de dire la maison de Julia pour dire notre maison, puis simplement la maison. Et puis ma mère a commencé à raconter à ses amis les améliorations qu'elle prévoyait d'y apporter. J'ai tout entendu. J'ai tout laissé passer. La nuit suivant cette conversation dans la cuisine. Je me suis assise avec 3 ans de mes propres relevés de cartes de crédit et j'ai découvert exactement depuis combien de temps ils se servaient. J'avais donné mon numéro de carte à ma mère 2 ans auparavant, une seule fois. La canalisation principale d'égout avait refoulé pendant que j'étais sur un chantier à Oklahoma City, et je lui avais lu les chiffres au téléphone pour qu'elle puisse payer le plombier. Elle les avait écrits sur le bloc-notes près du téléphone fixe et visiblement. Elle n'avait jamais jeté cette page. Une fois que j'ai commencé à chercher, ils étaient partout. Un bouquet de streaming auquel je ne m'étais jamais abonné. $39 par mois remontant à 22 mois. Une police d'assurance automobile au nom de Vanessa, $141 par mois. 2 livraisons de meubles, un plan de paiement dentaire, rien de bien méchant en soi. Ce qui était tout le piège. Assez petit pour qu'une personne occupée passe à côté, et assez petit pour que, si jamais je disais quelque chose, ils agissent comme si je faisais toute une histoire pour $40. Puis j'ai trouvé ce qui a glacé mes mains. Dans le tiroir de la table du couloir, sous les menus à emporter. Il y avait une lettre imprimée d'un prêteur adressée à moi à ma propre adresse confirmant une demande concernant une marge de crédit sur valeur domiciliaire sur ma propriété. Je n'avais jamais fait cette demande. Quelqu'un dans ma maison avait décroché le téléphone et commencé à demander à une banque quelle quantité de ma valeur nette il pouvait s'accaparer. En dessous se trouvait une page de carnet de l'écriture de ma mère. Elle avait dessiné la chambre du fond avec de nouvelles mesures et écrit « Après le départ de Julia ». Tout en haut avec une petite flèche. Je me suis assise sur le sol de mon propre couloir et j'ai compris quelque chose que j'avais passé 6 ans à refuser de comprendre. Ce n'était pas une famille qui s'était trop installée. C'était une famille qui avait fait un plan. Dans leur tête, la maison était déjà la leur, et j'étais la locataire qui s'était éternisée. La croisière n'était pas une folie impulsive. C'était juste la première chose assez grande pour que je finisse par la voir. J'ai remis tout exactement là où je l'avais trouvé. J'ai fermé le tiroir. Je suis allé me coucher. Et le lendemain matin, j'ai fait du café. J'ai demandé à ma mère quelles excursions ils avaient réservées et je l'ai écouté parler de plongée en apnée pendant 20 minutes tout en décidant très calmement que, lorsqu'ils rentreraient, il n'y aurait plus rien ici pour eux. Ils ont pris l'avion de Tulsa un dimanche matin au milieu du mois de mars. Et je les ai conduits moi-même à l'aéroport. Ce détail a de l'importance pour moi car je veux être honnête sur le genre de personne que j'étais. Cette semaine-là, j'ai chargé la valise de mon père dans mon coffre. J'ai acheté à ma mère une bouteille d'eau dans le terminal parce qu'elle disait que l'avion la desséchait toujours. Je les ai enlacés tous les 3 sur le trottoir et leur ai dit de passer un merveilleux moment. Vanessa portait des lunettes de soleil à l'intérieur et ne les a pas enlevées pour dire au revoir. Elle m'a tendu son bagage à main pour que je le tienne pendant qu'elle se coiffait. Puis l'a repris sans un mot. Tu vois, a dit ma mère à mon père alors qu'ils sortaient leur sac. Je t'avais bien dit qu'elle s'adoucirait. Elle faisait juste ça dramatique. Ils sont partis 16 jours, 12 nuits sur le navire. Plus 2 jours de chaque côté à Fort Lauderdale parce que ma mère disait que voler le même jour était trop stressant. Vanessa a publié toute l'histoire, un balcon au lever du soleil, une assiette de homard. Un mur de bouteilles d'alcool, ses pieds sur une chaise longue, avec la légende. Certains d'entre nous savent comment vivre.
Ma mère a affiché une photo de trois à dîner en écrivant qu'elle était tellement bénie d'avoir une famille qui prend soin les uns des autres. 4 de mes tantes l'ont aimé. L'une d'elles a commenté en demandant si j'y étais allé aussi, et ma mère a répondu. Julia ne fait pas vraiment de vacances. Elle est plutôt casanière. Le 6e jour, mon père m'a appelé, non pas pour dire bonjour. Il voulait que je aille à la maison vérifier s'il avait laissé la lumière du garage allumée. Et puis il a demandé dans le même souffle si j'avais reçu son message concernant les taxes foncières, arrivant à échéance en décembre. Il a dit, nos impôts. J'ai dit, je vais regarder le garage. Je n'ai rien dit à propos de décembre parce que je savais déjà qu'aucun de nous ne serait dans cette maison en décembre. Vanessa m'a envoyé un seul message pendant tout ce temps. C'était une photo d'un bar les pieds dans l'eau et 3 mots, j'aimerais que tu sois là. Elle ne le pensait pas. Elle l'a envoyé à 11 heures du soir depuis un navire au milieu de la mer des Caraïbes. Et je l'ai lu en me tenant dans l'allée de la maison où elle pensait revenir. Je n'ai répondu à aucun d'eux avec autre chose que des réponses courtes, aimables et inutiles. Ça a l'air amusant. Contente que tu passes du bon temps. Sois prudente. Il pensait avoir gagné. Il pensait que la fille bruyante avait enfin appris à se taire. Chaque jour qu'ils ont passé là-bas à se moquer de moi, je l'ai passé à travailler. Et à la fin, le travail était presque terminé. Le lundi suivant leur départ, je me suis assise de l'autre côté d'un bureau face à une avocate nommée Catherine et je lui ai posé la seule question qui importait. Ils vivent dans ma maison. Ai-je dit. Il n'y a pas de bail. Il n'y en a jamais eu. Il ne m'est jamais versé un seul dollar de loyer. Puis-je la vendre? Catherine m'a posé une douzaine de questions avant de répondre. Quel nom figurait sur l'acte? Le mien. Uniquement le mien. Avais-je déjà accepté de l'argent de leur part pour le logement sous quelque forme que ce soit? Même une seule fois? Non. Avais-je jamais mis quoi que ce soit par écrit qui leur donnait le droit de rester? Non. Avait-il un quelconque intérêt de propriété? Une quelconque promesse d'héritage? Quelque chose de signé? Rien. Est-ce que l'un de leurs courriers allait quelque part établissant une résidence sur laquelle ils pouvaient argumenter? Leur courrier arrivait à la maison. Mais cela seul ne faisait pas d'eux les propriétaires de quoi que ce soit. Elle a posé son stylo. Julia, ce ne sont pas des locataires, a-t-elle dit. Ce sont des invités. Dans cet état. Cela fait d'eux ce que nous appelons des détenteurs de licence. Et une licence peut être révoquée. Tu n'as pas besoin de leur permission pour vendre ta propre propriété. Et un acheteur n'a pas besoin de leur permission pour prendre possession. Ce dont tu as besoin, c'est d'un avis écrit en bonne et due forme livré de la bonne manière et d'une trace écrite suffisante pour que personne ne puisse prétendre plus tard avoir été pris au dépourvu. Je lui ai demandé à quoi ressemblait un avis en bonne et due forme. Elle a dit 30 jours par courrier recommandé plus email plus une copie collée sur la porte. Et elle a dit que cela devrait partir le jour même pour que le chronomètre tourne pendant qu'il était absent. Puis je lui ai posé la question que j'étais réellement venu poser. À savoir si j'avais le droit de me sentir mal à l'aise par rapport à tout cela. Elle m'a répondu que ce n'était pas une question juridique. Puis elle a ajouté qu'en 22 ans de pratique, elle n'avait jamais vu une seule fois une famille s'arrêter de prendre à quelqu'un qui continuait à les laisser faire. Voici la partie sur laquelle je veux être clair. Car c'est celle sur laquelle les gens m'interrogent toujours après coup. Je ne leur ai pas tendu d'embuscade. Cet après-midi-là, Catherine leur a envoyé à tous les trois un avis formel écrit de quitter les lieux. Recommandé avec suivi. La copie de ma mère a été signée par l'hôtel à Fort Lauderdale avant même qu'il n'embarque. Mon père a ouvert sa version par email sur le navire. Car j'ai vu l'accusé de réception arriver le 9e jour.
Il n'a pas appelé. Ma mère non plus. Vanessa non plus. Ils ont lu un avis juridique de quitter ma maison et ont décidé que c'était une crise de colère. Parce que c'est ce que toute ma vie les avait entraînés à décider. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir coupable. Ils avaient toutes les chances. Ils l'avaient regardé en face et avaient ri. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le couple qui avait frappé à ma porte 8 mois plus tôt en me demandant si j'envisagerais un jour de vendre ce que j'avais et conduit sans ménagement. Grégory et Caroline avaient des liquidités et ils voulaient toujours la maison. L'argent comptant change tout quant à la rapidité avec laquelle une maison peut se vendre. Et je ne pense pas que ma famille en avait la moindre idée. Grégory et Caroline louaient à 2 rues de là depuis 3 ans. Attendant qu'un bien sur un terrain d'angle se libère. Ils avaient vendu la maison de la mère de Caroline l'automne précédent et avaient l'argent dormant sur un compte. Pas de demande de prêt hypothécaire, pas d'évaluation de prêteur. Pas de conditions suspensives de financement qui puissent traîner pendant 6 semaines. Ils ont visité par un mercredi soir avec une lampe de poche et un bloc-notes. On trouvait une partie molle dans le sous-plancher de la buanderie. On retranchait $4000 de leur prix pour cela, et j'ai dit oui sur le champ. Nous avons signé le compromis de vente ce samedi-là, $35 000 en espèces. Clôture fixée au vendredi 27 mars. Prise de possession le lendemain. L'avion de ma famille a atterri le mardi suivant. Ensuite, j'ai fait le travail que personne ne voit dans ces histoires. J'ai engagé 2 déménageurs et une équipe de nettoyage. Le deuxième lundi, ma famille était partie. 3 hommes ont emballé tout ce qui se trouvait dans cette maison et qui n'était pas à moi. Les outils de mon père, la porcelaine de ma mère, le placard de Vanessa. Qui a pris le meilleur d'un après-midi à lui seul. Tout est allé dans un garde-meuble climatisé du côté nord de la ville, un 10/20. Payé 3 mois à l'avance. $480 de mon propre argent. J'ai pris chaque carton en photo. J'ai pris chaque pièce en photo une fois vide. 216 photos horodatées, sauvegardées 2 fois. Catherine me l'avait conseillé, et elle avait raison. J'ai envoyé par la poste le contrat de location du box. Le code du portail et la clé de l'unité à mes parents dans une enveloppe matelassée adressée à leur cabine sur le navire, au bon soin de la compagnie de croisière. Cela m'a coûté $41 à envoyer. Je voulais que ça les attende. Je voulais qu'ils l'aient entre les mains avant même de voir la porte d'entrée. La dernière chose que j'ai faite a été la carte de crédit. J'avais laissé ce débit de $12 700 reposer là pendant 11 jours, impayé et non contesté. Parce que je voulais qu'ils soient d'abord sur l'eau. Le lendemain matin de leur départ. J'ai appelé ma société de carte de crédit et les signalé comme une utilisation non autorisée. Je leur ai donné des dates. Je leur ai raconté l'histoire du plombier. Je leur ai donné les 22 autres mois de frais que je n'avais jamais approuvés. Ils ont tout annulé et ont clôturé le compte. Quelque part vers le 10e jour de leur voyage. La compagnie de croisière a compris que l'argent avait disparu et a bloqué leur compte à bord. La propre carte de ma mère a couvert ce qui restait. Et d'après ce que ma tante m'a raconté plus tard, cela ne couvrait pas grand-chose. J'ai conclu la vente de la maison à 10 h du matin un vendredi et j'ai remis les clés à Grégory. Dans l'allée. Puis je suis rentré dans mon nouvel appartement et j'ai fini de faire mes bagages pour un voyage à moi. Leur avion a atterri à l'aéroport international de Tulsa à 16h40 le mardi 31 mars. Ils ont pris un service de voiturier pour se rendre à la maison parce que j'avais toujours été celle qui venait les chercher et que je n'étais pas dans l'état. Je sais ce qui s'est passé ensuite parce que Grégory me l'a raconté et parce que mon voisin Raymond a tout observé depuis son porche avec un verre de thé glacé. Il y avait un camion de déménagement de 26 pieds reculé dans mon ancienne allée. 2 hommes transportaient un canapé d'angle par la porte d'entrée. Caroline se tenait sur la pelouse avec un presse-papier pour les diriger. Et il y avait déjà des rideaux aux fenêtres du devant que ma mère n'avait jamais choisis. Mon père est descendu le premier et est resté planté sur le trottoir avec la poignée de sa valise dans le poing.
regardant le numéro de la maison encore et encore comme s'il s'était trompé d'adresse. Ma mère a foncé tout droit sur l'allée. Raymond a dit qu'elle avait fait 3 pas sur le porche avant de voir l'avis. Le bureau de Catherine avait collé un avis officiel de libérer les lieux sur la porte d'entrée dans une pochette en plastique, imperméabilisée, avec la date à laquelle la période de 30 jours avait commencé ainsi que le nom et le numéro de téléphone de l'avocat du dossier. En dessous, les nouveaux propriétaires avaient affiché leur propre pancarte imprimée indiquant que la propriété avait été transférée et que tous les effets personnels avaient été déplacés au garde-meubles. Ma mère a arraché la pochette en plastique de la porte et l'a lue 2 fois. Et puis elle s'est mise à tambouriner sur une porte qui n'était plus la sienne tandis que le canapé d'un inconnu y entrait. Caroline lui a dit très poliment qu'ils avaient signé la vente le vendredi et qu'elle devait quitter la propriété. Vanessa était toujours dans la voiture. Raymond a dit qu'elle n'était jamais sortie. Elle est restée assise sur la banquette arrière, la porte fermée et le téléphone collé à l'oreille. A appelé quelqu'un qui n'allait pas répondre. Mon père n'arrêtait pas de répéter la même phrase encore et encore. Assez fort pour que Raymond puisse l'entendre de l'autre côté de la rue. C'est notre maison. Nous vivons ici. C'est notre maison. Ce ne l'était pas. Ça ne l'avait jamais été. Et pour la première fois en 6 ans, quelqu'un d'autre que moi le disait tout haut. Au moment où j'ai capté à nouveau du réseau le lendemain matin, j'avais 29 appels manqués. Je les ai comptés en m'asseyant sur une chaise longue au 11e étage d'un navire quelque part au large de la côte du Mexique, avec une tasse de café qui refroidissait sur la petite table à côté de moi. 14 de ma mère, 9 de mon père, 4 de Vanessa. 2 d'une tante à qui je n'avais pas parlé depuis la fête de l'Action de grâce. Les messages vocaux étaient une tournée de toutes les tactiques qu'ils avaient jamais utilisées contre moi, dans l'ordre. Les premiers étaient de la rage, ma mère hurlant que j'étais un monstre, qu'aucun enfant ne fait ça. Puis la culpabilité. Environ 1 heure plus tard, la voix de mon père faisant ce tomba et blessé qu'il prend, disant qu'il m'avait élevé mieux que ça. Puis le marchandage. Puis, dans les 3 derniers, la douceur. Ma mère m'appelant ma chérie, ce qu'elle n'avait pas fait depuis que j'étais adolescente. Disant qu'on pouvait s'arranger, disant qu'elle était désolée pour la carte. Disant qu'ils avaient juste besoin de quelques semaines. Les messages textes ont suivi le même chemin. Vanessa en a envoyé 11 d'affilée. Le dernier disait, comme ça, tu as ruiné toute notre famille à cause d'une seule vacance. J'ai lu chacun d'eux et je n'en ai pas rédigé un seul. Je n'en avais pas besoin. Tout ce qui devait être dit était déjà dit par des gens ayant plus d'autorité que moi. Grégory a appelé la police ce premier soir où mon père refusait de quitter le Porsche. Et un officier a expliqué l'acte et le transfert enregistré à mes parents dans la cour avant. Pendant que les voisins regardaient. Le bureau de Catherine leur a envoyé le lendemain un avis écrit indiquant que tout contact futur concernant la propriété devait passer par elle. Que leurs affaires étaient au garde-meuble et que l'unité était payée jusqu'à la fin juin. Ma mère a appelé Catherine 11 fois. L'assistante juridique de Catherine a consigné chacun d'eux. Et les 12 700 $ qu'ils avaient dépensés si joyeusement avaient disparu aussi. Récupérés par ma société de cartes de crédit. Ce qui signifiait que le voyage dont ils s'étaient vantés pendant 16 jours s'était transformé en une dette portant leur propre nom. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai regardé l'eau pendant un moment. Puis je suis allé prendre le petit déjeuner. Mon propre voyage durait 8 nuits. Et je l'avais réservé la même semaine où j'avais signé le compromis de vente en utilisant une petite part de l'argent de la maison. Ce n'était pas des feux d'artifice. C'était plus calme que ça. C'était se tenir sur un balcon à 6 heures du matin sans que personne ne me demande rien. C'était commander tout ce que je voulais au dîner et ne pas faire les calculs par la suite. Le 4e jour. Je me suis assise au soleil pendant 3 heures et j'ai lu un livre entier en étant incapable de me rappeler la dernière fois où personne n'avait eu besoin de quoi que ce soit de ma part. J'avais passé 6 ans à croire que si je portais juste un tout petit peu plus, il finirait par me voir.
Ils m'avaient vu tout le temps. Ils avaient vu un compte bancaire avec le visage d'une fille dessus. La chose la plus gentille que j'ai jamais faite pour moi-même a été d'arrêter d'être disponible. Pour cela. Aucun d'eux n'est retombé sur ses pieds en douceur. Mes parents ont passé 9 semaines dans un motel à tarif hebdomadaire près de l'autoroute avant de trouver une petite location qu'ils pouvaient réellement s'offrir. Et le jour où mon père a signé ce bail a été la première fois en 6 ans qu'il a payé pour un toit. Les proches que ma mère avait passé 16 jours à impressionner avec des photos de croisière ont eu la vraie version par Raymond. Et la sympathie qu'elle est allée chercher ne s'est jamais manifestée. 2 de ses tantes ont complètement cessé de répondre à ses appels. Vanessa, qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 5 mois, a emménagé avec un ami qui lui facturait un loyer à la semaine et a pris un poste dans un centre d'appel en l'espace d'1 mois. Car le garde-meuble expirait en juin et quelqu'un devait bien le payer. Mes parents ont fini par s'excuser dans un long email qui a passé 4 paragraphes à expliquer pourquoi rien de tout cela n'était vraiment de leur faute. Je l'ai lu une fois. Je n'ai pas répondu. Ils m'avaient déjà dit exactement ce que je valais à leurs yeux, et j'ai fini par les croire. Quant à moi, je suis dans un appartement que j'ai choisi dans une rue qu'ils ne connaissent pas. Et mes relevés de cartes sont de nouveau ennuyeux. Avec le recul, je ne considère pas ce que j'ai fait comme une vengeance. Mais plutôt comme la première facture que je leur ai jamais présentée. Et je la signerai à nouveau demain.